Imaginez ceci, un pays autrefois moteur de l'Europe, pris au piège d'une spirale de contradictions politiques et de sacrifices insensés orchestrés par une classe dirigeante qui semble avoir perdu de vue les priorités nationales. Les promesses d'une transition énergétique verte se heurtent à la réalité de la déindustrialisation, tandis que la sécurité sociale, pilier historique de la prospérité allemande, est mise à rude épreuve. Les murmures alarmants sur une conscription généralisée, d'abord balayée comme des théories marginales, se transforment en projets de loi concrets et en discussions sérieuses au sein du gouvernement, semant l'inquiétude parmi les familles. Pendant ce temps, les caisses de l'État social se vident à une vitesse alarmante, étranglant le quotidien des citoyens par des coupes de budgétaires et des hausses de contributions, tandis que des milliards d'euros s'envolent, offerts généreusement à l'étranger sous couvert de solidarité internationale, sans débat public approfondi ni évaluation de leur impact réel sur la nation. C'est l'Allemagne d'aujourd'hui, une nation au bord du précipice économique et social, les yeux rivés sur un avenir incertain où le sentiment d'abandon et de trahison grandit au sein de la population. Une trahison silencieuse se joue sous nos yeux, chaque jour un peu plus flagrante, érodant la confiance dans les institutions et dans la capacité de l'État à protéger ses propres citoyens. Faux question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. C'est un double jeu sidérant qui se déroule au sommet de l'État, révélant une dissonance profonde au sein de la coalition gouvernementale et une déconnexion avec les préoccupations du peuple. Friedrich Merz, désigné comme le chancelier par les médias et perçu comme un leader potentiel pour la droite, déclare sans détour l'État social allemand insoutenable. Ses propos sont clairs, ses intentions affichées. Il propose des coupes franches dans les aides sociales, dans les allocations chômage, dans les retraites, serrant la ceinture d'une population déjà sous pression, confrontée à une inflation galopante et à une érosion de son pouvoir d'achat. Il insiste sur la nécessité de réformes douloureuses pour assurer un non la pérennité du modèle social malgré les protestations des syndicats et des associations caritatives. Mais le lendemain, dans un contraste choquant qui défie toute logique et alimente la colère publique, son adjoint Lars Klingbeil s'engage publiquement au nom du gouvernement à verser 9 milliards d'euros d'aide annuelle à la nation en crise, notre voisin oriental, l'Ukraine, 9 milliards par an, une somme colossale équivalente à une part significative du budget fédéral, alors même que les Allemands voient de leurs acquis sociaux s'éroder, leurs hôpitaux manquer de personnel, leurs écoles tomber en ruine et leurs pensions menacées. Cette dichotomie flagrante entre les discours et les actes soulève une question fondamentale. Est-ce vraiment une priorité pour un gouvernement censé protéger ses propres citoyens et assurer leur bien-être avant tout? Le contraste entre ces deux annonces est brutal, laissant un goût amer et renforçant le sentiment que les intérêts nationaux sont subordonnés à des engagements extérieurs dont les bénéfices pour l'Allemagne restent flous. La gestion des finances publiques semble guidée par des impératifs contradictoires où la rigueur est imposée aux plus faibles, tandis que la prodigalité est de mise pour des causes géopolitiques complexes. Pendant ce temps, sur le front de la défense, le ministre Boris Pistorius ne chôme pas. Il pousse activement pour une flexibilisation du service militaire, un euphémisme pour désigner un retour progressif à une forme de conscription. Historiquement, l'Allemagne avait suspendu son service militaire obligatoire en 2011 après des décennies de débats houleux sur son coût, son efficacité et son adéquation avec les armées professionnelles modernes. La Bundeswehr, l'armée allemande, était alors passée à un modèle entièrement volontaire. Cependant, face aux tensions géopolitiques accrues à l'Est et aux exigences de l'OTAN, le gouvernement allemand, sous l'impulsion de Pistorius, estime que ce modèle n'est plus suffisant. Dès 2026, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 2007, donc nos adolescents d'aujourd'hui, recevront des questionnaires obligatoires. Ces questionnaires visent à évaluer leur intérêt, leur aptitude physique et mentale à servir, mais surtout à compiler une base de données exhaustive des potentiels recrues. L'objectif avoué, créer une base de données de futurs réservistes avec la possibilité terrifiante de réintroduire la conscription obligatoire si les volontaires venaient à manquer. Le ministre n'a pas caché que l'étape suivante pourrait être l'obligation pure et simple pour tous les jeunes hommes et potentiellement les jeunes femmes de passer par les casernes, même pour une courte période.
Pensez-y, vos enfants, vos petits-enfants pourraient être contraints de servir, de laisser leurs études ou leur premier emploi pour s'engager dans un service militaire dont la durée et les missions sont encore incertaines. Pourquoi une telle urgence, une telle pression sur la jeunesse alors que l'économie elle-même s'effondre et que le pays peine à offrir des perspectives d'emploi et de stabilité à cette même jeunesse? La question du financement de cette refonte de la défense reste également en suspens alors que le fonds spécial de 100 milliards d'euros promis pour moderniser l'armée semble déjà insuffisant pour couvrir les besoins réels, détournant encore plus de ressources de l'économie civile et de l'État social. L'Allemagne est en récession technique, son produit intérieur brut recule pour le troisième trimestre consécutif, un signe clair de la gravité de la situation économique. Cette stagnation, voire ce déclin, est d'autant plus préoccupante qu'elle touche le cœur de son modèle industriel, l'industrie manufacturière et chimique, jadis le fleuron du pays et la colonne vertébrale de son économie exportatrice, saigne à blanc. La hausse vertigineuse des prix de l'énergie directement liée à la dépendance passée au gaz russe bon marché et aux conséquences des sanctions a rendu la production industrielle en Allemagne insoutenablement chère. Les géants de la chimie comme BASF, les fabricants d'automobiles et leurs sous-traitants, les métallurgistes, tous sont confrontés à des coûts de production qui dépassent ceux de leurs concurrents internationaux. Des pertes d'emplois massives et des délocalisations sont monnaie courante, annoncées semaine après semaine. Plus de 300 petites et moyennes entreprises, PME, souvent des champions cachés de l'ingénierie allemande, ont déjà quitté le pays l'an dernier, cherchant des cieux plus cléments en matière de coûts énergétiques et de charges fiscales. 100 000 emplois perdus dans la mécanique en seulement 2 ans, 60 000 dans la chimie, et ce ne sont là que des chiffres partiels d'une hémorragie plus large qui affecte l'ensemble du tissu industriel. Les infrastructures vieillissantes, la bureaucratie excessive et le manque d'investissement dans l'innovation contribuent également à ce désastre industriel en cours, une désindustrialisation rapide et brutale qui menace le modèle économique allemand dans son ensemble. Les ports se vident, les voies navigables manquent de dragage, le réseau ferroviaire est en état de délabrement avancé et le développement des infrastructures numériques est à la traîne par rapport à ses voisins. Et comme si cela ne suffisait pas, Merz, toujours lui, s'illustre par une politique étrangère qui semble davantage dictée par des impératifs extérieurs que par la prudence diplomatique ou les intérêts économiques allemands. Il menace Moscou d'un nouveau paquet de sanctions, une politique qui par le passé a souvent eu un effet boomerang sur l'économie européenne. Cette nouvelle escalade interviendrait si une rencontre entre les présidents du pays frontalier avec la Russie, l'Ukraine et de la Russie n'a pas lieu dans les 2 semaines. Cette initiative, selon ses propres mots, viendrait directement des États-Unis, soulignant la subordination de la politique étrangère allemande aux décisions de Washington. Or, les sanctions passées ont-elles réellement profité à l'Europe ou l'ont-elles affaibli davantage, en particulier l'Allemagne qui dépendait lourdement du gaz et du pétrole russe? L'interruption des livraisons de gaz russe via Nord Stream 1 et le sabotage de Nord Stream 2 ont privé l'industrie allemande d'une source d'énergie bon marché et fiable, la plongeant dans une crise existentielle. De nombreux analystes et économistes pointent du doigt l'impact dévastateur de ces sanctions sur la compétitivité allemande et européenne, tout en remettant en question leur efficacité réelle pour atteindre les objectifs géopolitiques affichés. L'Allemagne, autrefois fière de sa hoste politique visant à maintenir des ponts diplomatiques, semble désormais adopter une ligne dure et inébranlable au détriment de ses propres intérêts économiques et de sa tradition de médiation. Cette politique affaiblit sa position dans le concert des nations, la rendant plus dépendante de ses alliés et moins autonome dans ses décisions stratégiques. Question à vous, aidez-nous avec le timing des épisodes, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Ces décisions ne sont pas de simples titres de journaux, elles impactent directement votre quotidien, celui de vos familles, de vos voisins et le futur de la nation. La récession allemande, ce n'est pas qu'un chiffre abstrait dans un rapport économique, c'est votre emploi qui est menacé, que vous travaillez dans l'industrie automobile, la chimie ou les services qui en dépendent. C'est la facture d'électricité qui a doublé, voire triplé en 3 ans, rendant le chauffage quasi un luxe pour certains ménages et poussant des milliers de personnes à la précarité énergétique. C'est la retraite de vos parents, de vos grands-parents, qui risquent de subir des coupes drastiques, rendant leur fin de vie précaire et les plongeant dans l'angoisse.
Les faillites d'entreprises augmentent de 20% l'année dernière et de 40% en un an, des chiffres qui reflètent une onde de choc économique profonde. Des centaines de PME ferment leurs portes ou délocalisent leurs activités, laissant derrière elles des milliers de chômeurs et des régions sinistrées. L'Allemagne, autrefois la locomotive économique européenne, devient un fardeau, traînant toute la zone euro vers le bas par son manque de dynamisme et sa crise structurelle. Avec une croissance du PIB de seulement 1,6% sur 8 ans, de 2017 à 2025, contre 9,5% pour le reste de la zone euro, l'écart est abyssal et ne cesse de se creuser. Le pays est devenu le cancer de l'Europe, une source d'instabilité économique et un frein à la prospérité collective. Le chômage atteint 5,7%, son pire niveau en 10 ans, et ce chiffre ne tient pas compte du chômage partiel ou des emplois précaires. Les services publics se dégradent, des ponts s'effondrent, les infrastructures routières et ferroviaires sont vétustes, les écoles manquent de professeurs et de matériel, les hôpitaux sont sous-financés et surchargés. Les investissements dans l'éducation et la recherche, pourtant cruciaux pour l'avenir, sont insuffisants. Cette dégradation du cadre de vie et des perspectives économiques pousse une partie de la jeunesse à envisager l'émigration, privant le pays de ses forces vives. Est-ce vraiment le moment de sacrifier l'aide sociale et les plus vulnérables sur l'autel d'une orthodoxie budgétaire mal placée? Merz parle d'économiser 2 milliards d'euros en réduisant les prestations sociales de 5%, une somme qui, bien que significative pour les personnes concernées, est dérisoire face aux défis. Mais dans le même souffle, 9 milliards d'euros partent à l'étranger pour la nation en crise, l'Ukraine, sans que cela ne fasse l'objet du même niveau de débat ou d'exigence d'économie. La logique est-elle là? Est-ce de la comptabilité ou de la politique à courte vue, voire cynique? Cette contradiction flagrante soulève des questions fondamentales sur la souveraineté économique et politique de l'Allemagne. Les décisions sont-elles prises en fonction des intérêts nationaux allemands ou sous l'influence de pressions externes? La population allemande, qui a longtemps fait preuve de résilience et de confiance envers ses dirigeants, commence à exprimer un profond malaise. Les manifestations et les mouvements sociaux, bien que parfois fragmentés, témoignent d'une colère grandissante face à ce qui est perçu comme une gestion désastreuse et un mépris des besoins fondamentaux des citoyens. Le modèle de la cohésion sociale, tant vanté par l'Allemagne, semble se fissurer sous le poids de ces décisions contradictoires et de ces sacrifices unilatéraux. L'inflation galopante, bien que légèrement ralentie, continue de ronger les salaires et les épargnes, tandis que les prix de l'alimentation, du logement et des services essentiels restent à des niveaux records. Les loyers explosent dans les grandes villes, rendant l'accès au logement de plus en plus difficile pour les classes moyennes et populaires. La pauvreté infantile augmente et de plus en plus de personnes âgées se retrouvent contraintes de travailler au-delà de l'âge de la retraite pour subvenir à leurs besoins. Le système de santé, déjà sous tension après la pandémie, est confronté à des coupes budgétaires et à un manque criant de personnel menaçant la qualité des soins pour tous. La question de la dette publique, souvent brandie pour justifier les coupes sociales, contraste fortement avec l'endettement consenti pour les fonds spéciaux de défense et l'aide étrangère. Ce deux poids, deux mesures minent la crédibilité des arguments du gouvernement. La perception publique est celle d'une élite déconnectée, incapable de comprendre la réalité quotidienne des citoyens. Le déclin industriel de l'Allemagne n'est pas seulement économique, il est aussi symbolique. Il remet en question l'identité même du pays en tant que puissance industrielle mondiale et modèle de prospérité. L'érosion de la compétitivité est accélérée par des politiques énergétiques qui ont privilégié des options coûteuses et fluctuantes sans assurer une transition fluide et stable pour l'industrie. La fermeture des centrales nucléaires et le retrait du charbon, sans plan B robuste pour l'approvisionnement, ont laissé le pays vulnérable aux chocs de prix internationaux. De plus, la bureaucratie excessive et la lenteur des processus d'autorisation pour les nouvelles usines ou les projets d'infrastructure découragent l'investissement étranger et national. Les entreprises préfèrent s'installer dans des pays où les conditions sont plus favorables, tant en termes de coûts que de rapidité administrative. La politique fiscale, avec des impôts élevés sur les sociétés, est également pointé du doigt comme un facteur aggravant qui pousse les entreprises à la délocalisation.
Le gouvernement allemand, dans sa quête d'une politique étrangère plus responsable ou plus affirmée, a manifestement sous-estimé les répercussions économiques internes de ses décisions. Les sanctions contre la Russie, bien que justifiées par la solidarité avec l'Ukraine, ont eu un coût disproportionné pour l'Allemagne et pour l'Europe dans son ensemble. Elles ont révélé une dépendance dangereuse à l'égard de l'énergie russe et ont contraint l'Allemagne à se tourner vers des sources d'approvisionnement plus coûteuses, notamment le gaz liquéfié américain dont le prix est nettement supérieur. Cette dépendance énergétique accrue vis-à-vis des États-Unis est un signe inquiétant de la perte d'autonomie stratégique de l'Europe. La menace de Merz d'imposer de nouvelles sanctions sous l'impulsion de Washington ne fait qu'accentuer ce sentiment de vassalisation et de manque de souveraineté. La politique étrangère allemande semble dictée par une logique de confrontation plutôt que par une recherche de solutions diplomatiques et de stabilité régionale, ce qui n'est pas sans rappeler les erreurs du passé. Cette posture met en péril les relations commerciales historiques de l'Allemagne avec des pays clés et nuit à sa capacité à agir comme un médiateur ou un bâtisseur de ponts dans les crises internationales. Le risque d'une escalade, tant économique que militaire, est réel et pèse lourdement sur l'avenir du continent. La paix et la prospérité en Europe sont intrinsèquement liées à une Allemagne stable, prospère et diplomatiquement avisée, des qualités qui semblent aujourd'hui mises à l'épreuve par ses propres dirigeants. La résilience de la société allemande est mise à rude épreuve, le sentiment que les sacrifices demandés aux citoyens ne sont pas équitablement répartis ou qu'ils ne servent pas les intérêts du pays crée un terreau fertile pour le populisme et l'extrémisme. La confiance dans les institutions démocratiques est érodée lorsque les promesses électorales sont bafouées et que les préoccupations légitimes de la population sont ignorées. La montée de partis contestataires, tant à droite qu'à gauche, est une conséquence directe de ce fossé grandissant entre le gouvernement et les gouvernés. Le débat public est polarisé et le consensus social, autrefois une marque de fabrique de la politique allemande, semble s'effilocher. L'Allemagne est à la croisée des chemins. Elle doit choisir entre maintenir une trajectoire qui conduit à l'appauvrissement de sa population et à la désintégration de son modèle social, ou opérer un virage radical pour redéfinir ses priorités. Cela impliquerait de placer les intérêts et le bien-être de ses citoyens au centre de toute politique, de reconstruire son économie sur des bases solides et durables et de retrouver une voie indépendante sur la scène internationale. Faute de quoi, l'Allemagne, autrefois pilier de l'Europe, risque de devenir un avertissement pour d'autres nations, un exemple des conséquences tragiques d'une gestion politique défaillante et d'une perte de vision stratégique. C'est un appel à l'éveil, un plaidoyer pour que les citoyens reprennent le contrôle de leur destin et exigent de leurs dirigeants un retour au bon sens et à la responsabilité. Le futur de l'Allemagne et par extension celui de l'Europe dépendra de la capacité de cette nation à se regarder en face, à corriger ses erreurs et à retrouver le chemin de la prospérité partagée et de la souveraineté. L'urgence